Il y a plein de personnes qui pensent que des très bons KPI, c'est qu'ils font très bien les choses. Et souvent, en fait, des très bons KPI, c'est aussi inquiétant que des mauvais KPI. Tu devrais pas faire 70% avec des campagnes. Il faut que tu fasses entre 40 et 50. Si tu fais 70, c'est que tu n'envoies à personne, en fait. Ça, c'est le pire des patterns. C'est les gens ont peur de harceler, mais en fait, c'est un petit peu le principe de l'email marketing aussi. Moi, ma philosophie là-dessus, c'est faut laisser les consommateurs se plaindre avant de le faire à leur place. Un client qui avait des problèmes de conversion sur sa pop-up et on a optimisé sa pop-up en ajoutant en fait une et ça, franchement, c'est assez incroyable. C'est un petit coup de baguette magique. Salut Hugo. Salut Simon. Comment tu vas ? Ça va tranquille et toi ? Ça va super. Je suis hyper content de t'accueillir dans ce podcast. Ça fait longtemps qu'on échange ensemble et on se rencontre aujourd'hui pour la première fois physiquement. Mais on se connaît depuis un moment maintenant. On a démarré plus ou moins en même temps, j'ai l'impression. Peut-être toi il y a plus longtemps, mais voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hugo, donc Hugo Nicole qui est expert CRM sur Klaviyo exclusivement, qui a accompagné plein de marques très stylées dont on est un peu jaloux et je lui demanderai s'il peut nous en envoyer après ce podcast. Respire, Mustela, Dermatologica, Sœur, Jacquemus, Kawaii, Kappa, Superga et plein d'autres. Mais en tout cas, c'est celle que j'avais retenue, que je trouvais assez cool. Il y en a d'autres sans doute, mais voilà, on ne peut pas toutes les citer. T'en citeras peut-être pendant l'épisode. Ouais. Donc voilà, j'ai un peu expliqué ce que tu faisais. Je pense que les gens ont un peu près compris. Mais est-ce que tu peux te présenter pour expliquer de toute façon un peu plus en détail ce que tu fais, comment tu accompagnes tes clients ? Et on parlera après pour teaser, parce que j'ai dit avant le podcast que j'oubliais tout le temps de teaser les choses. On va parler évidemment des stratégies Klaviyo que tu mets en place. Tu vas nous donner les meilleures astuces que tu as. On va essayer d'être très sharp, c'est-à-dire des astuces très claires et très concrètes à faire très rapidement. On va parler pas mal d'IA. C'est en cours, tout n'est pas encore mis en place sur le CRM, etc. Mais l'idée, c'est qu'on comprenne un peu comment toi aujourd'hui tu t'en sers et comment tu vois les choses dans le futur là-dessus. Mm-hmm. Et enfin, on parlera aussi de certaines statistiques dans les CRM que je vais te confronter, voir ce que tu en penses, comment tu l'expliques, comment toi tu le mets en place chez tes clients, parce que tu as une grosse expertise là-dessus. Voilà, ça y est, c'est bon, je te laisse. Tu peux te présenter, Hugo. Cool, merci beaucoup Simon et je suis super content d'être là. C'est une belle manière d'inaugurer notre première rencontre que d'enregistrer ce podcast ensemble, donc merci. C'est ce que je fais avec tous les gens que je rencontre, c'est podcast direct. Du coup, moi c'est Hugo et je suis expert en email marketing pour les marques de e-commerce qui utilisent Klaviyo. Ça fait 5 ans que je fais ça maintenant. J'ai accompagné à peu près plus de 80 clients, donc ça commence à faire. J'ai vu beaucoup de comptes Klaviyo. Quand tu mets les prospects là-dedans, je pense que ça fait à peu près 200 à 300 comptes Klaviyo que j'ai dû voir. Donc ça m'a permis de vraiment construire une belle expertise sur l'outil, sur les stratégies d'email marketing et comprendre ce qui fonctionne pas et aider vraiment mes clients à aller droit au but quand il faut mettre en place des stratégies d'email marketing et pas forcément prendre le chemin le plus long pour avoir des bonnes stratégies en place. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne mes clients de 3 manières principales. La première, c'est tout ce qui va être setup de compte Klaviyo et création de flow. Donc ça, c'est vraiment des livraisons clés en main de stratégie d'email marketing. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à activer et à envoyer leur campagne toutes les semaines. Ensuite, il y a tout ce qui est audit de compte Klaviyo. Donc ça, c'est des audits que je fais plus avec des grosses marques comme celles que tu as citées, qui ont déjà des CRM qui tournent depuis plusieurs années et qui ont envie de challenger leur performance et aussi de faire monter leurs équipes en compétences. Et dans ce cas-là, moi, je leur fais un gros audit de toute leur stratégie et je leur donne des idées d'amélioration et je forme leurs équipes par la même occasion sur les stratégies d'email marketing. Et troisième type de service, c'est tout ce qui va être formation, coaching, où là, je vais former en entreprise les équipes à l'utilisation de Klaviyo, stratégie d'emailing, et j'ai aussi 2 formations en ligne que j'ai sorties. Une pour les débutants, qui est une formation de 3-4 heures, et une autre pour les personnes plus avancées, qui est une formation de 8 heures, qu'il a beaucoup plus d'accès stratégie sur Klaviyo également, et que j'ai vendu à une centaine de personnes. Donc c'est trop bien. C'est pas mal, c'est plutôt cool. C'est canon. Pas mal de choses en 5 ans du coup. En fin du podcast, on te laissera nous dire un peu où est-ce qu'on peut te contacter, sur ton site, etc. Après, je pense que si vous tapez Hugo Nicole, peut-être que ton site... Je suis partout. Non, je rigole. ils vont réussir à trouver tes formations et tout, mais du coup, l'idée, c'est que les gens puissent peut-être, s'ils sont intéressés par tes formations, pouvoir les retrouver. Ouais, avec plaisir. Écoute, merci pour toute cette description, hyper intéressant. Donc, comme on l'a vu, tu es très, très expérimenté sur le sujet. Tu fais que ça, tu t'es concentré très vite sur le sujet. On va commencer par la première partie de ce podcast sur les stratégies générales. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure pour préparer ce podcast. C'était sur, moi je te disais, les indicateurs, en gros des dashboards Klaviyo. Ouais. Moi de façon un peu naïve, alors nous on fait aussi un peu d'accompagnement Klaviyo, je t'en avais parlé, mais tu es beaucoup plus expert là-dessus que nous à date en tout cas.
Je te demandais, mais c'est quoi que tu surveilles en priorité dans ces dashboards-là? Ouais. Je te parlais, moi, de la LTV, du taux de rétention, du CA par canal, etc. Et toi, tu m'as répondu, en fait, pas exactement. Est-ce que tu pourrais me donner, toi, les KPI que tu vas regarder principalement sur les dashboards de Klaviyo? Ouais, complètement. Comme je te disais, du coup, moi, les KPI que je vais regarder en priorité, ça va être le taux d'ouverture, le taux de délivrabilité et le chiffre d'affaires généré par l'email marketing. Okay. Autant de manière absolue que de manière relative, c'est-à-dire en pourcentage du revenu total généré par la marque. En fait, c'est 3 indicateurs qui me permettent de voir très rapidement comment une marque se positionne en email marketing et ensuite où est-ce que je souhaite emmener ces KPI suite à l'accompagnement qu'on va faire ensemble. La LTV, la rétention, en fait, c'est des indicateurs qui ne me parlent pas forcément parce que d'une marque à l'autre, ça va énormément varier. Donc, c'est des indicateurs qu'on va aussi regarder, bien sûr, à l'issue de la mission. Mais de prime abord, c'est pas, on va dire, mes indicateurs piliers, quoi, parce que... tu vas pas te baser sur la LTV, par exemple, pour savoir si une marque, sa stratégie email, elle fonctionne bien à date, quoi. Tu vas te dire, ok, je regarde le taux d'ouverture. Mais justement, tu me parlais du taux d'ouverture, du taux de clic, Claude, c'est ça? Taux d'ouverture, le score de délivrabilité. Le score de délivrabilité. Comment tu fais pour... déjà, est-ce que tu as une moyenne à nous donner là-dessus? Alors même si ça doit être très différent d'une marque à une autre peut-être, mais est-ce que tu aurais, si on devait viser un score sur ces KPI, est-ce que tu en aurais à nous donner? Genre minimal, le minimum du minimum, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, alors score de délivrabilité, c'est assez simple parce que ça, c'est comme j'utilise que Klaviyo, ils ont un outil de score de délivrabilité qui est une espèce de jauge en fait qui va de 0 à 100 et à chaque fois ils te mettent des codes couleurs, donc c'est très facile de voir où ta marque se situe. Je crois que ça passe dans le bleu à partir de 90 ou 80, enfin. Ça, j'ai pas forcément l'indicateur en tête, j'ai la couleur en tête de ce qu'il faut avoir. Ensuite, au niveau des taux d'ouverture, sur les campagnes, on va viser des taux d'ouverture minimum de 40%. Et sur les flows, au moins de 50%. Et ensuite, d'un flow à l'autre, ça peut varier parce qu'on va pas avoir le même engagement sur un flow de bienvenue que sur un flow de réactivation. Et ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, alors en valeur absolue, ça va dépendre des marques. Oui, bien sûr. Mais en valeur relative, je vais regarder si c'est entre 20 et 30%, entre 30 et 40 ou à plus de 40. Et ça va me permettre de voir en fait où la marque se situe. Si on est en dessous de 30%, souvent c'est que c'est sous-utilisé. En dessous de 20%, c'est catastrophique. En dessous de 20%, c'est catastrophique? Ouais, en dessous de 20%, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ça marche. Oui, parce qu'en fait, il y a cette espèce de légende qui est là depuis longtemps. C'est en mode fait 30% de CA en plus grâce au CRM. Donc de ce que tu me dis, c'est que c'est pas totalement irréaliste et qu'en fait on peut même aller largement plus loin, quoi. Ouais, c'est possible. Complètement. Après, ce 30%, c'est un chiffre d'attribution. Donc comme tout le monde essaie de s'attribuer un maximum de revenus. Donc moi, c'est un indicateur que je regarde parce que d'un compte à l'autre, il est pertinent. Mais si une marque fait pas d'email et que demain, elle met en place une bonne stratégie, elle fera pas plus 30%. Elle fera généralement plus 8, plus 10%. Je divise par 3, moi, généralement, l'attribution réelle qu'on fait avec l'emailing. Parce qu'en fait, tu vois, tu as une grosse partie du revenu attribué à l'emailing qui va venir par exemple de la série de bienvenue. Donc ça, c'est des personnes qui sont venues par tes ads, qui sont ensuite inscrites via ta pop-up et qui forcément achètent parce qu'elles viennent d'arriver sur ton site. Mais du coup, bon, tu vois, c'est pas une science exacte, mais en tout cas pour moi, c'est l'indicateur qui me permet de voir si c'est en bonne santé ou pas. Très cool. Justement, on parle un peu de ce que génère en termes de chiffre d'affaires Klaviyo, enfin en tout cas le CRM. Shopify, pardon, je suis matrixé. Klaviyo a sorti une étude où ils ont sorti pas mal de trucs. Donc, ils disaient que les flux automatisés généraient 41% du CA. Mais avec seulement 5% des envois des emails en fait. Donc je trouvais ça étonnant le ratio entre ça. Est-ce que ça te semble cohérent et comment tu pilotes en fait le ratio entre les automatisations et plutôt les campagnes? Comment tu gères ça? Ouais, alors j'ai pas moi le chiffre exact en tête de ce que je vois chez mes clients en termes de ratio nombre d'emails envoyés. Par contre, en termes d'équilibre entre les flows et les campagnes, c'est vrai que moi je cible souvent 50-50 entre les deux en termes de répartition. Et ça m'étonne pas du tout que les flows fassent beaucoup plus avec beaucoup, enfin autant avec beaucoup moins, parce qu'en fait, tu envoies les flows vraiment à des moments clés du parcours client. Donc t'envoies un email au moment où la personne vient de s'inscrire à ta newsletter, c'est le moment où le prospect est hyper chaud. Forcément, le taux de conversion d'un email comme celui-ci par rapport au taux de conversion d'une campagne qui est envoyée à 40 000 personnes,
dont tu en as 3% qui sont chaudes, Ouais. forcément l'impact il va être beaucoup plus fort. Donc en fait, ça me surprend pas que tu aies un delta aussi fort. Tu vois, pareil avec le panier abandonné, tu envoies à des personnes qui viennent d'abandonner leur panier. Forcément, en fait, ton taux de conversion il explose. Ouais, donc c'est assez logique. Ouais. Non, mec, canon, et pareil, on en a un peu parlé avant cette interview. Je te disais, mais du coup, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à aller pousser au maximum le taux que va te rapporter les automatisations, donc les flows par rapport aux campagnes? Et donc, ce que je t'avais dit, c'était si jamais tu as 70% de taux de flow d'automatisation qui font ton CA, bah, du coup, c'est trop cool parce que c'est-à-dire que tu as 70% qui est automatisé. Tu m'as dit, bah, en fait, non. Ça veut dire que tu sous-exploites complètement en fait, la partie campagne, en fait. Ouais, en fait, c'est souvent le truc assez marrant en emailing, c'est qu'il y a plein de personnes qui pensent que des très bons KPI, c'est qu'ils font très bien les choses, et souvent, en fait, des très bons KPI, c'est aussi inquiétant que des mauvais KPI, parce que ça veut dire que les gens font pas assez les choses bien. C'est quand même un équilibre assez subtil, tu vois, t'as des personnes qui vont se vanter d'avoir des taux d'ouverture à 70% avec leur campagne, et tu leur dis mais en fait tu devrais pas faire 70% avec des campagnes, il faut que tu fasses entre 40 et 50. Si tu fais 70, c'est que tu envoies à personne en fait, ou à des gens trop engagés. Tu as une marge de manœuvre énorme à aller chercher, et donc c'est exactement, tu vois, la même logique avec les flows. Si tu fais 70% de flow et 30% de campagne, c'est certainement que tu n'envoies pas assez de campagne, et que tu peux carrément aller augmenter le curseur, et que tu as une grosse marge de manœuvre pour aller chercher du revenu. Donc c'est assez excitant d'ailleurs d'avoir des marques comme ça qui viennent te voir avec des gros KPI un peu, tu vois, qui roulent des épaules, et de les aider à comprendre justement qu'on peut aller chercher beaucoup mieux que ces KPI en les faisant baisser. Et paradoxalement, c'est ce qui permet d'aller chercher plus de perf. Hyper intéressant. Il y a un truc qu'on adore nous chez Moonmoon, c'est les A/B tests. On en fait beaucoup avec nos clients sur la partie site web, un petit peu avec la partie emailing aussi. Toi, tu as fait beaucoup d'A/B tests, et tu me disais que tu encourageais beaucoup les marques avec lesquelles tu bossais à faire des A/B tests, même sur les campagnes aussi. C'est quoi pour toi les meilleurs A/B tests à mettre en place, et comment les mettre en place? Je sais qu'on a aussi discuté du fait que Klaviyo pouvait sélectionner de façon automatique une des meilleures versions qu'il mettait en ligne, etc. Quelle est ta vision sur les A/B tests, et dans quelle mesure une marque devrait s'en servir, et dans la meilleure efficacité possible? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Pour moi, les A/B tests, c'est essentiel pour aller confirmer des hypothèses que tu peux avoir. Et tu vois, moi, par exemple, je vais prescrire des choses à des marques, mais à chaque fois, je leur dis allons le tester contre, par exemple, ce que vous feriez spontanément, à l'inverse de ce que moi, je vous recommande, pour valider ce qu'on met en place. Parce que d'une marque à l'autre, tu peux aussi avoir des patterns qui vont pas être les mêmes. Je prends un exemple typique, c'est le panier abandonné. Il y a beaucoup de marques, quand j'audite leur compte, ils ont un email de panier abandonné qui se déclenche à plus 8 heures. Et moi, la première chose que je leur dis, c'est déclenchez-le entre 1 et 4 heures. Et eux sont là, mais non, c'est beaucoup trop proche, on veut pas harceler les gens. Ça, c'est le pire des patterns. Les gens ont peur de harceler, mais en fait, c'est un petit peu le principe de l'email marketing aussi. C'est t'envoies des messages. Tu vois, tu me demandais, mais vous savez à peu près quel titre vous allez mettre? Et ben, c'est ça qu'on va mettre dans le titre du podcast. C'est comment bien harceler email marketing égale harcèlement. Et en fait, dans ce cas-là, je leur dis, écoutez, très bien, si vous n'êtes pas convaincu, au moins on fait un A/B test. Et bon, généralement, l'A/B test me donne raison. Et ensuite, on va affiner un peu les tests en se disant on va A/B tester 1 heure versus 4 heures. Et il y a certaines marques pour lesquelles c'est 4 heures qui convertit mieux, et d'autres 1 heure. Et en fait, c'est hyper important sur des points qui génèrent énormément de revenus. Donc, ça va être la pop-up, la série de bienvenue, le premier email, la série de paniers abandonnés, le premier email aussi. Et en fait, ces 3 points-là, c'est les points qui, au niveau des flows, vont te générer 90% de ton chiffre d'affaires généré par les flows. Donc, s'il y a 3 points à aller A/B tester et à faire des A/B tests, mais en continu dessus, si tu grattes ne serait-ce qu'un demi-point de conversion, c'est ouf. Ton A/B test, il est beaucoup plus rentable que des personnes qui vont aller te faire un A/B test sur un cross-sell qui convertit à 0,5% et qui est envoyé à 100 personnes par mois, quoi. Donc, et ça, c'est marrant parce que les marques, elles ont du mal à le comprendre, elles ont envie d'aller tout A/B tester. Et elles manquent souvent, mais je pense parce qu'elles ont la tête dans l'eau, de recul par rapport à la priorité, et en fait au peu d'efforts qu'ils font concentrer sur les points qui font déjà trop de chiffres.
mais parce que si elles font déjà trop de chiffres, c'est que ça marche bien, et c'est encore là qu'il faut aller plus chercher. Et il faut pas chercher à aller ratisser là où il y a rien. Ça... Ouais, complètement. Bah, c'est en effet un peu le cas sur les A/B tests côté web, côté site, c'est qu'en effet nous quand on fait des A/B tests sur le panier ou sur le menu par exemple, le menu c'est assez flagrant parce qu'il y a tellement de gens quand ils naviguent qui passent par le menu. Donc voilà, donc c'est un peu ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas parce que tu as déjà tes flows mis en place de bienvenue, de panier abandonné, etc., qu'il faut les laisser de côté. Il faut toujours les optimiser parce que la moindre mini-optimisation va te faire générer énormément de chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. C'est un truc qui est assez évident quand on le dit comme ça, mais c'est le cas sur plein de choses. Typiquement, pour rebondir sur la partie web, très souvent on dit ton best-seller qui est 80% de tes t'as 20 produits, il y en a un que tu vends, c'est 80% de tes ventes. Il n'est pas sur ta homepage, tu mets que tes nouveautés. Bah, du coup, il y a un problème. Ouais. Tu es censé le mettre en avant, mais c'est un peu pareil. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais ça reflète bien ça. Ce qui était intéressant là-dessus, tu viens de le dire, mais j'insiste dessus parce que moi, quand on en a parlé tout à l'heure, c'est ça où ça m'a fait tilt. C'est A/B tester les timings, tu vois. Ouais. Maintenant que tu le dis, pareil, c'est évident, mais on a tendance à se dire, ok, on va A/B tester le pop-up de Welcome. Avec les moins 5 euros, etc. On va dire on va mettre moins 10% ou moins 5 euros, voir si le pourcentage est plus important que le moins 5. Ou alors il y a un cadeau surprise. C'est qu'il y a de plus en plus de marques qui font ça d'ailleurs. Tu as un avis là-dessus d'ailleurs? Est-ce que tu sais que le truc genre tu peux avoir une remise surprise ou un cadeau surprise, ça marche mieux que d'avoir une remise déjà claire et nette? Ça pareil, il faut les A/B tester, puis ça dépend d'une marque à l'autre, mais généralement par exemple la roue de la fortune, ça convertit un maximum. Nous, on appelle ça pas toujours hyper quali, mais... on appelle ça la roue du boomer. Ouais. Parce qu'en fait on l'avait mis en place pour des clients et on s'était rendu compte que c'était beaucoup de profils un peu plus âgés qui s'en servaient. Mais ça marchait en effet beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'on était un peu contre le truc, on fait mais non, mais ça dégomme le look and feel du site, mais c'est vrai qu'en niveau marketing c'est assez fou, quoi. Bon bref, voilà, donc installer cette roue, finalement ça marche très bien. On avait discuté aussi tu viens d'expliquer qu'il y avait on a parlé de l'email de panier abandonné, qui est le classique des grands classiques, mais qui est extrêmement efficace. Klaviyo, dans son rapport de 2026, là, disait que les meilleures marques, donc les 10% des top marques, avaient un taux de conversion sur ces emails qui pouvait être jusqu'à 7%, ce qui est vraiment très cool. Et qu'en moyenne, sinon, on était aux alentours des 2,53, enfin entre 2,68 exactement. Qu'est-ce qui fait la différence entre une marque qui va faire justement ce 7% et celle qui va faire seulement 2%? Est-ce que tu as des choses un peu standards que tu aurais en tête pour pouvoir justement mieux performer là-dessus? Ouais, tu as 2 points clés déjà sur le panier abandonné. Tu as le timing. Timing, t'en as parlé. Ouais. Ça, c'est vraiment essentiel. Vraiment, un timing, ça peut tout changer au niveau des performances. Et le nombre d'emails aussi. Tu as beaucoup de marques qui ont un seul email qui se déclenche 17 heures après l'abandon du panier parce qu'encore une fois, les gens ont peur de relancer les gens trop proches. Alors que, comme dit l'expression, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ouais. Ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui l'ont toujours pas compris. Et le nombre d'emails, en fait, tu as des personnes qui vont relancer qu'une fois. Alors qu'en fait, tu peux très bien continuer à convertir un client au bout de 3-4 emails. Et souvent, moi, la règle que j'applique, c'est si ton dernier email convertit à plus de 1%, c'est que tu as encore de la marge à aller chercher. Bon, après, on fait pas non plus. Donc, ça veut dire que tu peux en faire un 5e, quoi. Tu peux en faire un 5e. Bon, après, généralement, moi, je les limite à 3 emails, les séries de bienvenue. Parce qu'en fait, il y a toujours un peu ce bras de fer avec le client, genre combien d'emails on peut envoyer. Et bon, à partir de 3 emails, généralement, on a quand même un gros drop, mais les plus agressifs peuvent aller jusqu'à 6-7 emails. Tu as un peu de recul là-dessus qui n'est pas forcément justement analysable de façon très stricte et statistique, mais en effet, nous aussi, on travaille avec des marques qui, pas forcément sur la partie emailing, mais sur d'autres choses, qui disent non, nous, on ne veut pas trop être pushy sur la partie emailing, mais aussi sur d'autres systèmes, donc ça peut être de la remise ou des trucs comme ça. Bref, en tout cas, on ne veut pas être trop en contact avec le client et qui pense qu'on est trop marketing. Parce que c'est des marques éco-responsables qui sont très quali et qui ne veulent pas passer pour des vendeurs de tapis, en gros, quoi. Je trouve qu'il y a un peu de vrai là-dedans aussi, c'est-à-dire que même si statistiquement, dans Klaviyo, tu vois que faire 5 emails, ça peut être performant. Est-ce que toi, tu as un peu de recul là-dessus en disant oui, ça m'est déjà arrivé de faire des fois des séries d'emails qui relancent beaucoup et qui en fait sur le long terme peut-être sont contre-productifs. T'as un peu de recul là-dessus même de ce qu'ont pu te dire les marques ou pas du tout? Ouais, carrément. Moi, ma philosophie là-dessus, c'est faut laisser en fait laisser les consommateurs se plaindre avant de le faire à leur place.
Les choses que je regarde dans ces cas-là, c'est s'il y a un taux de désinscription qui s'envole, c'est clairement que les emails sont pas de qualité. Et dans ce cas-là, on ajuste. Et ça, c'est des KPI qu'il faut aussi surveiller vraiment régulièrement. Parce qu'en fait, c'est le premier indicateur d'insatisfaction et d'une mauvaise stratégie emailing. Et le deuxième, c'est juste des tickets clients. Et quand il y a trop d'emails, je t'assure qu'on le sait très vite de la part des clients. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'identifier assez facilement les bugs. C'est plus les clients qui nous les remontent en mode j'ai reçu 3 emails d'un coup. Bon, ok, on va mettre un filtre en place et on règle le truc. Mais c'est assez rare quand même que les clients se plaignent. Souvent, c'est quand même assez. Enfin, en tout cas, sur les clients que j'accompagne, c'est assez bien fait. Et on n'est jamais trop pushy, justement. On évite. D'être sur quelque chose non, mais de ça marche, trop intense. j'aime beaucoup ta réponse. En gros, vous pouvez aller assez loin jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a un retour concret des personnes qui vous disent que c'est chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve qu'en fait, tant que le contenu il est bien fait, que les emails ils sont pertinents, le problème, c'est les personnes qui vont envoyer des tonnes d'emails tous les jours à toute leur base. Eux, ils n'ont rien compris à l'emailing et c'est ces personnes-là qui foutent en l'air la réputation de ceux qui envoient des emails. Mais moi, j'ai des potes, des clients qui me disent « Moi, j'adore cette newsletter. » Ils envoient à chaque fois des informations trop intéressantes. Je prends la newsletter des raffineurs, tu vois, par exemple, qui est très cool, où ils mettent plein de conseils sur des activités à faire. Et c'est riche en contenu, quoi. Et en fait, quand tu commences à créer un lien comme ça avec ton audience, les gens, ils sont contents de te lire. Ils sont contents d'avoir de la qualité. S'ils se sont inscrits, en tout cas, et qu'ils restent inscrits, c'est que ils le font pas pour te faire plaisir, donc ils le font parce qu'ils ont un intérêt aussi à recevoir tes emails. Donc, je rebondis là-dessus. En effet, on a tendance à se dire, ok, les campagnes CRM Klaviyo, notamment rattachées au e-commerce, c'est beaucoup en effet présentation de nouvelles collections, ce genre de choses, très très mercantile finalement. Ouais. Là, tu viens de donner l'exemple des raffineurs que je trouve très cool. Est-ce que pareil, tu as un recul là-dessus? Est-ce que tu sais si c'est des stratégies qui valent le coup? Parce que ça demande peut-être un peu plus de temps aussi de travail de faire ça. T'as du recul aussi sur le retour sur investissement que ça a, ce genre d'emailing, et est-ce que ça convertit, tu vois? Est-ce que cet email des raffineurs qui te dit bah voilà tel le type d'activité, est-ce que tu as des achats qui peuvent se déclencher derrière? Alors généralement non, c'est des emails qui vont moins convertir sur le moment, mais qui par contre dans le long terme vont avoir un impact de dingue. En fait c'est très difficile d'avoir une réponse au niveau du ROI sur ces stratégies parce que t'es sur du qualitatif, t'es pas du tout sur du quantitatif. Mais c'est ce qui fait justement la différence entre une bonne et une mauvaise stratégie d'email marketing, c'est que justement il y a un petit peu, les personnes viennent ajouter ce supplément d'âme, tu vois, à la stratégie qu'ils ont, et c'est ce qui vient créer aussi le lien un peu humain entre le client et l'email, et tu te contentes pas juste d'envoyer un prospectus, mais quelque chose qui va vraiment intéresser les gens. Tu vois, il y a par exemple des marques, ça je trouve que c'est une astuce assez cool pour créer quelque chose, mais qui mettent dans chacun de leurs emails une petite anecdote sur leurs produits. Par exemple, une marque de vin qui va mettre une anecdote sur les vins. Et du coup, toutes les personnes qui lisent sont forcément des personnes intéressées par le vin, donc elles ouvrent les emails parce qu'elles ont envie de voir l'anecdote. Et du coup, tu vois, c'est des détails comme ça, des clins d'œil, mais qui font que les gens ils se disent « Ah tiens, cette marque, elle est cool, elle m'envoie pas juste des spams, elle m'envoie des petites infos, j'aime bien, la tonalité, elle est sympa. » Enfin, il y a tout un monde en fait là-dedans que tu peux... Et puis dans ces cas-là, tu hésites à te désabonner parce que tu as créé une espèce d'accoutumance où tu te dis « Ah, j'ai envie de savoir l'anecdote, même si j'ai pas prévu d'acheter, mais au moins ça te permet de continuer à être en relation avec la marque, tu vois. » Exactement, ouais. Et tu as une bonne vision de la marque. Ouais. Okay, très cool. Pour reparler de ta répartition du CA, pareil, je me rebase encore sur le rapport de Klaviyo qu'ils ont sorti cette année. Alors, ils disent que sur le CRM en règle générale, il y a 60% du CA qui est attribué aux emails, donc campagne et automatisation, donc les flows, 30% SMS et 10% aux notifications push. Donc on a un peu parlé ensemble tout à l'heure. En effet, alors il y a deux choses. Moi, j'étais surpris du ratio du SMS. Je pense que peut-être qu'ils englobent là-dedans aussi, j'imagine, WhatsApp. On en parlera juste après aussi. Enfin, on peut en parler en même temps aussi d'ailleurs. Et 10% au push. Push, peut-être qu'en effet, c'est un peu particulier, mais est-ce que ça te semble cohérent en termes de répartition? C'est sans doute une statistique mondiale. Est-ce que sur la France, on est un peu différent? Est-ce qu'on est un peu en retard sur les SMS, les WhatsApp? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette stat-là que Klaviyo nous donne? Est-ce que ça te paraît cohérent? Ouais. Alors sur le push, en France, c'est pas vraiment pertinent parce qu'il y a très très peu de marques qui l'utilisent. Moi, j'ai jamais accompagné de clients. Ça concerne que les marques qui ont des applications. Donc c'est beaucoup de marques aux US qui ont aussi les moyens financiers d'investir dans des applications. Entre les SMS et l'email, ça me surprend pas qu'on soit sur un 60-40 ou un 70-30. Pareil, en fait, on va avoir le SMS qui est vraiment envoyé à des moments clés, à des cibles assez restreintes.
Donc tu vois, ça va être envoyé dans les flots de paniers abandonnés de bienvenue, et dans les campagnes, ça va être envoyé par exemple lancement de vente privée, lancement de solde, lancement d'un nouveau produit. Alors que les campagnes, c'est beaucoup plus étalé sur des informations des newsletters qui vont rapporter moins de chiffre d'affaires. Donc le SMS, ça peut balayer pas mal de chiffres, ça ne me surprend pas. Et c'est une stratégie qui monte en puissance énormément. En France aussi, alors du coup SMS et WhatsApp. Ouais. Mais c'est hyper efficace. Ça permet d'aller chercher du revenu que tu récupères pas avec l'email. Et justement, par rapport au SMS et WhatsApp, lequel toi tu favorises et dans quel cas tu veux utiliser l'un ou l'autre? Enfin, quel retour sur investissement tu peux attendre d'un SMS par rapport à WhatsApp et vice-versa? Ou même par rapport à l'email aussi d'ailleurs. Ouais. Ça va dépendre pas mal de ce que la marque a envie de faire, parce que ça va pas être le même budget. Donc un SMS, ça coûte généralement, je crois, 7 centimes. Un WhatsApp, ça va plutôt en coûter 12 ou 13. Du coup, ça va quand même du simple au double. Ouais. Mais avec SMS, tu es limité dans le nombre de caractères. WhatsApp, tu l'es pas. Tu n'es pas limité dans le nombre de conversations. Une fois que tu as une conversation WhatsApp, pendant 24 heures, tu peux envoyer ce que tu veux à ton client. Donc je vais dire, WhatsApp, pour moi, c'est beaucoup plus pour quelque chose de conversationnel. Où tu vas pouvoir même mettre en place des flots. Par exemple, tu as des marques qui mettent en place des flots de paniers abandonnés où il peut y avoir des choix multiples que la personne va dire. Je sais pas, je prends un exemple que j'ai vu récemment où la marque demande pourquoi est-ce que vous avez abandonné votre panier. Et là, il y a plusieurs réponses, la personne peut cliquer. Et du coup, il y a ce côté conversationnel que tu n'as pas dans les SMS. Et tu as aussi un côté branding qui est hyper intéressant sur WhatsApp où tu peux envoyer des audios, des images. C'est le logo de ta marque qui est en haut. Donc, d'un point de vue image de marque, il y a beaucoup de marques, par exemple premium, qui veulent bien s'aventurer sur le WhatsApp et qui ont trop peur de s'aventurer sur les SMS parce qu'elles ont peur que ça les desserve c'est pas assez au niveau de l'image de marque. Ouais. Mais justement, pareil, on en parlait aussi un peu avant, il y a ce qui s'appelle le RCS qui a été annoncé. Alors j'ai déjà oublié l'acronyme, pardon, je sais pas si tu t'en souviens. Mais qui débarque et qui permet justement de contrebalancer un peu les avantages de WhatsApp avec la possibilité d'avoir de l'audio, de la photo, de la vidéo, etc. Est-ce que tu as commencé à creuser le sujet, notamment au travers de Klaviyo, qui veulent aussi adapter dans leur plateforme? Alors c'est tout nouveau le RCS, donc j'ai encore très peu de recul dessus. Mais oui, le but c'est que ce soit justement une expérience amplifiée de ce qu'on fait aujourd'hui avec les SMS et de pouvoir ajouter beaucoup plus d'éléments de branding. Donc je pense qu'il y a des grosses choses qui vont arriver là dans les prochains mois là-dessus, que ça va venir pas mal challenger le canal WhatsApp, parce que l'avantage du RCS du coup c'est que ça peut s'adresser à tous les numéros de téléphone et pas uniquement aux utilisateurs de WhatsApp. Donc je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner. Alors que la lumière s'éteint. Il y a un timer, c'est pour ça. Non, bah écoute, merci pour ça. On va passer maintenant sur la deuxième partie du podcast. On va parler un peu d'IA. Comment toi aujourd'hui, alors on est vraiment à un tournant là. On fait ce podcast là, on est mi-mars 2026. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées sur le CRM en automatisation, notamment Klaviyo, sur des campagnes automatisées, etc. Donc tu auras l'occasion de nous décrire un peu ce que tu as compris de ce qu'ils proposent dernièrement. Mais toi, à date, comment tu arrives à optimiser au maximum ton travail avec justement l'IA et pour évidemment tes clients sur le CRM? Est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui comment tu t'en sers sur cette partie CRM justement? Ouais, carrément. Alors, il y a deux manières dont je m'en sers. Ça fait 3 ans à peu près que j'utilise l'IA. J'ai vraiment commencé à l'utiliser dès le début de ChatGPT. Et aujourd'hui, j'utilise un peu ChatGPT, Claude et de temps en temps le chat. Ouais. Et Mistral, ouais, c'est ça. Et jusqu'à récemment, je l'utilisais vraiment comme un assistant. Donc, par exemple, pour créer des contenus d'email, du copywriting, je nourris les IA avec les documents de kick-off que je fais avec mes clients, où je récupère un maximum d'infos, et tous les brand books aussi que mes clients me fournissent pour pouvoir essayer de coller au maximum à la tonalité et l'utiliser vraiment comme un assistant de création de contenu. Ça me fait gagner énormément de temps parce que c'est un des aspects qui me prenait le plus de temps dans la création d'emails, c'est vraiment le copywriting. Parce que même si c'est court, parfois ça prend du temps de bien synthétiser, de trouver les bons mots. Je l'utilise pas mal aussi pour revoir mes stratégies, les challenger, donc je continue de faire tout moi-même initialement, mais ensuite j'aime bien les resoumettre à l'IA et lui filer mes anciens documents pour pouvoir voir ce que je pourrais faire encore mieux sur mes audits. Donc j'aime bien rechallenger les idées, et puis je peux l'utiliser pour de la génération d'objets, de textes d'aperçus. Je trouve que c'est un très bon élément pour brainstormer, et j'ai l'impression que c'est comme ça que pas mal de personnes l'utilisent aujourd'hui. J'ai encore peu automatisé de workflow, mais c'est ce que je te disais juste avant. J'ai l'impression que là,
on passe à un niveau supérieur où en fait aujourd'hui tu peux maintenant intégrer Klaviyo et ChatGPT ou Claude ou d'autres LLM, et du coup ça devient hyper puissant parce que l'IA a un accès complet à ta data Klaviyo sans que tu aies besoin toi-même d'aller la chercher, et tu peux la briefer sur aller auditer mes campagnes des 12 derniers mois, aller auditer mon flow de panier abandonné, aller auditer même toute ma stratégie de flow et me dire ce que je dois mettre en place. Et là ça devient une machine de guerre parce que ça peut te faire ton planning édito, ça peut te faire un audit de tes flows, limite en fait ça remplace notre taf à tous. L'avantage, c'est qu'on est des bons stratèges et l'IA l'est pas encore. Et je pense qu'il y aura toujours besoin aussi de quelqu'un pour valider, un peu comme un manager, le travail de ses équipes. Donc, je compte capitaliser là-dessus pour faire de l'IA plus un expert assistant que quelqu'un qui va dominer le travail que je fais aujourd'hui. Mais je pense que ça peut permettre potentiellement d'accéder en tant que freelance, par exemple, à des services que des agences pourraient offrir, qui peuvent être intéressants à mettre en place, ou utiliser l'IA comme un générateur de campagne, de flow, lui demander de créer des emails, et ça quand ça va être possible, ça va être vraiment complètement fort. On en parlait ce midi en déjeunant ensemble avec Thomas qui était là la semaine dernière pour le podcast. Je sais pas si les 2 podcasts vont suivre, mais en tout cas voilà, vous auriez sans doute vu déjà le podcast de Thomas en nous voyant là, mais avec qui on a déjeuné ce midi aussi, et on parlait de ça, justement, de tout ce qui va être automatisable avec l'IA dans tous nos métiers, donc nos 3 métiers respectifs. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que ça va nous permettre d'être plus créatifs. Donc typiquement, tu t'évoquais le fait tu vas pouvoir plus facilement créer des plannings édito d'emailing dans l'année, avec des choses peut-être relativement standards, mais que tu n'auras pas à définir, puisque c'est quelque chose qui est assez relativement standard, en tout cas qui se réplique d'une marque à une autre. En revanche, sur des actions, peut-être des campagnes particulières ou des flows un peu originaux, là tu vas pouvoir te concentrer dessus pour pouvoir aider justement les marques à dire il y a ça aussi en plus à faire sur, je dis n'importe quoi, sur des ventes privées typiquement, avec des choses un peu spécifiques, etc. Donc en effet c'est quelque chose qui peut carrément aider à faire ça, quoi. On va parler de Klaviyo justement et des automatisations. Ils ont annoncé pas mal de choses Klaviyo ces derniers temps. On a été regarder tout à l'heure dans le back-office de Klaviyo aussi pour vérifier certaines choses. Tout n'est pas encore mis en place, mais en tout cas, ils ont lancé beaucoup de trucs, donc l'automatisation d'emailing, etc. Et notamment, en effet, c'est un peu ce que tu évoquais avec Claude et Klaviyo, et ChatGPT, pardon, qu'on pouvait connecter à Klaviyo. C'est ce qu'ils appellent le KAI, donc c'est l'expert IA Klaviyo. C'est hyper intéressant. Est-ce que toi, sur les différentes nouveautés que Klaviyo a annoncées, déjà, comment tu vois les choses par rapport à ça ? Est-ce que tu as déjà pu en tester très rapidement ou pas du tout ? Je sais que tu as eu une réunion avec Klaviyo il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'ils ont annoncé des choses là-dessus qui pourraient nous... alors le truc, c'est que les fonctionnalités IA sur Klaviyo, là, elles sortent à une vitesse où c'est un peu difficile de suivre le rythme. Mais ils en sortent en permanence. Il y a par exemple la génération d'objets automatiques, la génération de preview texte automatique. Tu vas avoir même la génération de blocs. Tu peux briefer Klaviyo sur le bloc d'email que tu souhaites créer. Il va te proposer un bloc, voire parfois même des templates d'email en entier. Tu peux le briefer sur la création de segments. Par exemple, j'ai envie de créer une campagne pour mes VIP. Est-ce que tu peux me créer un segment ? Il va te sortir les segments. C'est pas parfait. Je trouve qu'il y a des choses qui sont affinées. Mais en fait, rien que le fait que ça existe et que ce soit possible, tu t'es dit qu'en fait, maintenant, c'est plus qu'une question d'apprentissage en fait pour l'IA, parce que l'intelligence est là, mais je pense que c'est assez ouf ce que tu peux faire avec ça. Et justement, il y a Klaviyo dans son rapport aussi parlait de l'IA et disait que les consommateurs étaient un peu divisés face à l'IA, donc notamment sur le fait maintenant que certains emails sont clairement écrits avec de l'IA, ont été automatisés, et qu'en fait ça pouvait créer des divergences et que certains consommateurs rejetaient ça. J'ai eu une conversation un peu similaire aussi avec justement Thomas sur l'IA, l'utilisation de l'IA notamment dans les publicités. Et je lui disais maintenant c'est quand même hyper bien fait, tu vois. Et il me disait c'est vrai que ça peut être très très bien fait, mais en fait juste des fois le fait de savoir que la marque utilise en permanence de l'IA, ça peut créer une déconnexion aussi avec les clients. Il se dit ok, c'est bien fait et c'est cool, mais sauf qu'en fait moi j'ai l'impression que j'ai perdu le lien avec la marque. Est-ce que tu auras un peu le même type de réflexion sur le CRM, à savoir plutôt qu'en effet à écrire ces emails via de l'IA, est-ce qu'il y aurait intérêt demain à continuer à écrire ces emails à la main avec peut-être des photos faites un peu plus à l'arrache, tu vois, j'en sais rien, je sais pas ce que tu penses de ça. En gros, c'est la perception de l'IA des clients à force et l'usure peut-être à l'IA.
comme sur LinkedIn, tu vois, on en parlait ce midi aussi. Peut-être que tous les posts LinkedIn vont aussi commencer à user les gens. Ils vont dire, en fait, on va revenir sur des choses un peu plus basiques. Je t'avoue que j'ai pas d'avis sur la question. Parce que je pense que pour moi, c'est plus du marketing et du storytelling que vraiment de la technique en soi. Parce qu'en fait, des images à l'arrache, l'IA, elle peut le faire aussi. Oui, Donc, si c'est une trend, tu peux très bien briefer l'IA sur fais-moi quelque chose qui suit cette trend. Je pense que je pense qu'on peut plus passer à côté en fait. Je pense que il y aura. Moi-même, je suis nostalgique de certains aspects, de choses qu'on fait à la main. Et je suis pas toujours hyper enthousiaste à l'idée que l'IA prenne le dessus sur plein de choses et plein d'humains. Et je pense que comme tout le monde a un peu peur de ce qui va se passer, mais je pense que tu peux pas ignorer en fait ce que ça va permettre d'augmenter comme retour sur investissement et productivité chez tout le monde. Et je crois pas forcément dans le fait que continuer d'écrire ses emails à la main, ça va être valorisé par son audience. En tout cas, j'ai jamais eu écho de ça. Ou pareil pour les photos, je pense que personne fera vraiment attention. En vrai, les clients s'en foutent un peu des emails, quoi. Je pense que c'est peut-être plus la partie produit qui les intéressera que la partie vraiment marketing de la marque. Je suis pas forcément sûr que ça. Ça marche. Et bah écoute, on verra. On verra. On verra. Mais bon, c'est comme mon humble avis. Carrément. Et bah écoute, merci. On va passer du coup à la dernière partie sur plutôt en effet tes conseils, un peu certaines astuces. Donc je vais donner des cas et je vais te demander de savoir ce que toi tu ferais à la place de la personne. J'ai jamais fait de Klaviyo, j'ai une marque de e-commerce, je viens d'installer Klaviyo. J'ai 24 heures pour installer un maximum de choses et être le plus efficace possible sur mon Klaviyo. Pour toi, je fais quoi en priorité? 24 heures, c'est court. Hein. Exactement, c'est pour si c'était une question facile. On lance bien sûr une pop-up pour alimenter la base de données avec des leads, parce que s'il n'y a pas de leads, ça ne sert à rien d'envoyer des emails. Ensuite, on met en place un email de bienvenue pour pouvoir accueillir ces leads et les convertir en clients. Ensuite, on met en place un email de panier abandonné pour convertir ces clients qui seraient allés abandonner un panier mais qui ne seraient pas allés jusqu'au bout pour pouvoir encore les récupérer avec un autre email. Et éventuellement, si tu veux encore mieux faire les choses, tu mets un email de produit vu, qu'on appelle aussi la navigation abandonnée, qui est quand quelqu'un va sur ta page produit et va pas plus loin dans la navigation. Et tu relances cette personne. Ça, c'est vraiment les 3 flows de base. Et puis pour maintenir une petite communication récurrente avec ces personnes-là, tu mets en place des campagnes, tu te construis un beau template que tu peux réutiliser toutes les semaines assez simplement. Pas trop compliqué, avec une image, un petit texte, un CTA, des éléments de réassurance, et déjà en 24 heures tu as fait ce qui va te permettre de faire 80% de ton CA quand tu es une marque qui débute, et ensuite le reste tu peux le mettre en place tranquillement, mais c'est vraiment la base, et c'est la grosse base en termes de pourcentage de revenus. C'est pas très compliqué, c'est pas très long à mettre en place, et 24 heures je pense que tu as le temps de le faire de manière réaliste. Trop bien. Et voilà. Ça me fait penser à une question. T'as quasiment aucune personne qui est embasée dans ton fichier client Klaviyo. C'est quoi les choses que tu mets en place pour récupérer un maximum d'emails? Donc il y a le pop-up, tu viens d'en parler, mais est-ce que tu as d'autres choses auxquelles tu penses, qui peuvent même peut-être être externes au site en tant que tel? Ça peut être, je sais pas comment, un lead magnet quelque part pour récupérer des emails. Est-ce que si tu as quelqu'un qui dit j'ai n'importe quoi, 50 000 personnes en basé, mais j'aimerais bien passer à 100 000 pour X ou Y raison d'ici un mois, est-ce que tu auras des astuces en dehors de appuyer sur les pop-ups sur le site? Est-ce que tu as d'autres trucs que tu fais? Bah t'achètes une liste en fait déjà. Non, bon, voilà. Ça c'est la best practice RGPD. Non, la base c'est d'avoir déjà la pop-up, c'est vraiment là que tu captes le plus de trafic. Ensuite, tu as l'opt-in au checkout. Donc, tu as cette petite case là sur le checkout Shopify, j'imagine que tu dois connaître, ou que tu actives pour que les gens puissent s'inscrire à ta newsletter. Ça, c'est hyper important. C'est une belle source d'opt-in aussi. Tu as le footer de ton site. Ça ne représente pas grand-chose, mais il y a toujours ce « inscrivez-vous à la newsletter » dans le footer du site web. Et après, tu as toutes les stratégies d'acquisition via Meta, par exemple, où tu peux faire des pubs sur Instagram, sur Facebook pour inciter les personnes à s'inscrire à ta newsletter pour, par exemple, Black Friday, pour le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle collection. Après, tu as des marques qui font des jeux concours aussi, qui vont mutualiser leurs audiences ensemble. C'est pas mal, mais c'est toujours un peu bancal parce que du coup, la qualité de ton trafic, elle n'est pas toujours folle, parce que du coup, tu mutualises plein d'audiences et ça peut un peu saouler les gens et surtout créer de la confusion, mais il y a des marques qui le font et ça permet de faire des belles croissances de temps en temps.
Voilà, c'est les principales. Et peut-être aussi des accès VIP, tu vois, genre si vous voulez accéder à telle collection, Ouais. inscrivez-vous. Ouais, complètement. Ouais, ça marche très bien, les stratégies de pop-up comme ça, événementielles, c'est hyper efficace pour convertir. Trop bien. Du coup, ça me fait penser à plein d'autres questions, mais du coup, les pop-up que tu mets principalement sur la homepage pour avoir justement généralement une réduction sur les welcome emails, quoi. Est-ce que tu conseilles de aussi utiliser les pop-ups d'autres endroits du site? Typiquement, je sais que le blog, c'est pas mal utilisé puisque tu es en train de lire une certaine information qui n'est pas forcément très mercantile et là, hop, tu as un petit pop-up qui apparaît. Est-ce que ça, c'est le genre de truc qui fonctionne bien aussi? Enfin, en gros, est-ce que le pop-up, on peut théoriquement en fait, le mettre à beaucoup plus d'endroits que la homepage, là où c'est classiquement mis? Est-ce que tu le recommandes aussi? Ouais, moi je recommande au maximum la pop-up parce que ça permet de vraiment capter le trafic et le but c'est vraiment d'avoir le filet le mieux tendu pour avoir un maximum de leads dans sa liste email. Sur un blog typiquement ça peut être intéressant d'avoir des pop-up, enfin plus. Alors, tu as différents types. Là c'est du vocabulaire technique. Pop-up, c'est ce qui va popper et fly-out, c'est ce qui va glisser sur le côté de la page. Et par exemple, qui ne va pas gêner ta lecture. Donc, par exemple, tu peux lire un article de blog et tu vas avoir la petite fenêtre qui va apparaître, mais qui permet de continuer à lire. Et ça, c'est pas mal parce que ça ne vient pas trop déranger ta navigation. Et par exemple, au lieu d'offrir une réduction, à ce moment-là, tu peux offrir une ressource, je sais pas, une marque de complément alimentaire, par exemple, sur un article concernant la minceur, tu vas mettre en avant une ressource, votre programme minceur en 7 jours, inscrivez-vous à notre liste email. Donc tu peux aussi réfléchir à quel type de contenu tu vas envoyer selon ce que la personne est en train de faire sur ton site. Et c'est tout l'intérêt aussi d'une bonne stratégie CRM, c'est de savoir aller capter l'attention de la personne selon là où elle se trouve. Et tu vois, par exemple, là on parle des pop-up pour acquérir des personnes sur la liste email, mais on peut aussi aller mettre en place des pop-up pour aller collecter des numéros de téléphone de personnes qui sont déjà inscrites à notre liste et faire en sorte que ces pop-up elles se déclenchent au bout de 2 pages vues pour pas non plus être trop agressif vu qu'on est on s'adresse à quelqu'un qui est déjà sur notre liste, ou des pop-up qui vont venir collecter de la donnée zéro partie au bout de 3 pages vues. Par exemple, on va aller demander la date d'anniversaire ou les préoccupations de la personne en ce moment si on est sur un produit qui répond à ses préoccupations. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire en stratégie de pop-up. Trop bien. Je suis juste curieux, tu as parlé de récupérer le numéro de téléphone. Comment tu incentives les gens à donner leur numéro de téléphone? Tu donnes plus de réduction. D'accord. Mais ok, écoute, hyper cool. Question très directe. Genre, quel est selon toi le flow, donc l'automatisation qui est la plus ignorée mais qui marche quand même plutôt pas mal? Donc il y avait tous les classiques que tu as donnés, mais vraiment genre un flow on n'y pense jamais, et pour autant c'est un truc que tu mets très souvent chez les clients. Je pense que le flow dont j'ai parlé, produit vu, navigation abandonnée, il rapporte beaucoup, et il y a beaucoup de marques qui le mettent pas en place parce qu'elles ont peur que ce soit justement un flow qui harcèle trop les gens et qui viennent beaucoup trop tôt dans la navigation de la personne alors qu'elle a même pas abandonné de panier ou ajouter un produit à son panier. Et ça, c'est vraiment un flow qui est sous-estimé et que pourtant tout le monde recommande, mais les marques sont assez entêtées là-dessus, et il faut souvent un petit peu d'éducation avant de les faire passer à l'acte. Il y a un autre flow qui n'est pas encore trop mis en place, qui s'appelle Active On Site aussi. Okay. Alors là, qui est encore en amont du produit vu, c'est vraiment quand la personne est active sur le site et pas aller plus loin dans sa navigation, même pas vu de page produit. Et là, tu peux relancer la personne aussi. J'ai des clients notamment qui le font avec livraison offerte pendant 24 heures. Et ça convertit très bien sur ce genre de flow parce que du coup, la personne se presse de revenir et là, avance à vitesse grand V dans le parcours client. Et Active On Site, c'est le nombre de secondes sur lesquelles tu restes sur le site, c'est ça? Tu dis en gros, si la personne est restée 60 secondes sur le site, c'est qu'elle est considérée comme active? C'est dès l'activité, dès que tu te connectes sur le site. Ça envoie un email à tout le monde alors? Non, parce qu'en fait, ça va envoyer un email. Déjà, ce flow-là, tu vas le programmer pour qu'il se déclenche uniquement si quelqu'un n'a pas reçu d'email dans les 3 derniers jours, qu'il soit envoyé uniquement une fois tous les 2 mois. Donc, tu vois, tu peux mettre quand même pas mal de garde-fous pour faire en sorte qu'il ne se balance pas non plus à tout le monde, quoi. Ok, très cool. Je t'en ai parlé tout à l'heure parce que ça m'intéressait à titre perso de comprendre la mécanique. Ce que je te disais, c'est que les flows, il y a un peu cette perception de une fois qu'ils ont été mis en place, c'est suffisant. T'en as déjà parlé tout à l'heure sur les flows les plus élémentaires qui sont très importants à revoir parce que comme c'est ceux qui te rapportent le plus d'argent, c'est intéressant de les revoir. Mais à quel point c'est important de revoir ces flows, enfin, quelle est la fréquence sur laquelle tu es obligé de revoir tes flows en règle générale? C'est-à-dire, est-ce que tous les mois, il faut que tu te reposes dessus, tous les 2 mois, ou le plus possible tant que tu peux passer du temps dessus?
Pour moi, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, ça va dépendre du chiffre d'affaires que tes flows génèrent. Parce que si tu es une marque qui fait, je sais pas, 10 000 euros par mois et que tu as 20 emails de panier abandonnés et de bienvenue qui sont envoyés tous les mois, ça va pas servir à grand chose d'aller les revoir tous les 2 mois. Donc, dans ces cas-là, peut-être refaire une passe dessus une fois par an, d'aller faire un petit check, voir comment tout se passe. Donc le trafic c'est hyper important, et ensuite selon la typologie de ta marque, si tu es une marque saisonnière, t'assurer d'aller mettre à jour les visuels, le contenu de tes flows, les best-sellers, les produits que tu vas vouloir mettre en avant. Ça, il va y avoir, par exemple pour les marques de mode, elles vont revoir leurs flows tous les 6 mois, voire tous les 3 mois pour celles qui ont des collections beaucoup plus serrées. Et pour des marques par exemple qui ont énormément de trafic et qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires, là c'est presque une optimisation permanente. En fait, j'ai des clients moi qui vont tous les 2 mois regarder leur flow, mettre en des A/B tests et ils les recheck 2 mois plus tard, et c'est de l'optimisation vraiment en continu. Très cool. J'ai 2 dernières questions que je t'ai donné, je le dis aux gens, je suis honnête, que je t'ai donné avant ce podcast pour que tu y réfléchisses. Le premier, c'était: c'est quoi ton plus gros succès avec Klaviyo, avec un de tes clients, un truc dont tu te souviens, tu t'es dit ça a marché de fou, c'était incroyable. Ouais, alors il y avait... Et nous expliquer pourquoi, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Un client qui avait des problèmes de conversion sur sa pop-up. Enfin, problème de conversion, il n'avait pas des conversions de ouf, il convertissait à 2,5-3%, je crois, un truc comme ça. C'était une marque de cosmétiques. Et on a optimisé sa pop-up en ajoutant en fait une étape avant l'inscription avec l'email, en demandant simplement à la personne si elle veut bénéficier d'une réduction sur son premier achat ou pas, sans demander l'adresse mail à cette étape, et la personne clique juste sur oui. Ou non, je continue sans réduction. Et du coup, mon client pensait que ça allait juste ajouter une friction supplémentaire et que ça allait faire chuter son taux de conversion, et en fait ça l'a fait doubler. Et maintenant c'est quelque chose que je mets en place chez tous les clients qui acceptent que je le fasse, parce qu'il y en a encore qui disent non, ça va me faire baisser mon taux de conversion. Mais à chaque fois qu'on met en place l'A/B test, ça ne nous prouve pas toujours avec un doublement des conversions, mais assez souvent avec une très très belle augmentation quand même. Et ça franchement c'est assez incroyable, c'est un petit coup de baguette magique. Ok, super exemple. Et l'autre question, c'était: est-ce que tu as un exemple d'une chose que tu as mis en place auquel tu croyais pas trop, qui était surprenant et qui a très bien marché? Je dis n'importe quoi, un email où c'est le fondateur qui se prend en photo chez lui à l'arrache et qui dit ouais voilà, je raconte ma boîte, et j'en sais rien, je donne un exemple bidon. Mais est-ce que tu as comme ça un exemple aussi d'un truc un peu surprenant que tu as mis en place et qui a très bien fonctionné? Alors c'est pas hyper surprenant comme l'exemple que tu donnes là d'un fondateur. Je veux que ce soit hyper surprenant. Genre un truc de dingue, mais moi j'étais pas hyper convaincu du flow active on site au début. Ouais. Je pensais vraiment qu'il fonctionnerait pas très bien, et en fait j'étais assez surpris par le revenu qu'il permet de générer. Et en plus, quand tu commences à rajouter de l'urgence sur cet email en mode vous avez 24 heures pour profiter de cette offre, j'étais assez bluffé du pouvoir de conversion de cet email. Et autre petit tips que moi j'ai pas mis en place mais que j'ai vu un client mettre en place et que j'ai trouvé incroyable, que je recommande souvent maintenant du coup à mes clients, c'est toutes les semaines ils prennent un pool de clients qui ont abandonné un panier la semaine d'avant et qui n'ont pas été convertis, et ils leur envoient un email le lundi en leur disant vous avez été tiré au sort, vous avez une réduction pendant 24 heures et ça convertit de ouf cette campagne. Franchement c'est assez incroyable. Trop bien. Et je trouve ça marrant de tester des petites stratégies. C'est ça qui est sympa je trouve en email marketing, et je pense que c'est un mot de la fin peut-être qui est assez cool, c'est que c'est vraiment un domaine dans lequel tu peux t'amuser, tu peux tester des choses, tu peux aussi vachement injecter de la personnalité de ta marque. Et la plupart de mes clients qui performent bien, c'est aussi ceux qui s'amusent vachement avec ça. Et moi, c'est ce que j'adore quand on fait des workshops, quand on échange sur des idées qu'on peut avoir ensemble et tout, c'est que il y a plein de choses que tu peux faire, et la seule limite que tu as, c'est les 600 pixels de largeur de ton email et de mettre en avant des beaux CTA et des belles images. Mais sinon, c'est un terrain de jeu qui est assez sympa, quoi. Ça recoupe en effet pas mal. C'est une bonne conclusion par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'IA qui va automatiser pas mal de choses sur les campagnes, le fait de mettre en place des choses avec Klaviyo. Et que ça va laisser la possibilité à des stratèges comme toi du CRM de dire ok, on va tester des trucs, on va voir ce que ça donne, et tester plein de trucs comme ça, et des fois tomber sur des trucs qui marchent très bien comme tu viens de l'évoquer. Donc merci de l'avoir partagé parce que c'était hyper intéressant.
C'est la fin de ce podcast. Avant de se quitter, Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent voir tes formations, veulent te contacter, enfin voilà, c'est le moment promo. Allez, moment promo. Du coup, pour ma formation, j'ai acheté le domaine formation-clavio.fr. Donc, Putain, il est malin. Il est assez, très, très assez malin. facile. On ne dira pas à Clavio, ils vont te faire un procès. Mais... Non. Il coûte très cher ce nom de domaine maintenant. Non, je rigole. Ensuite, il y a ma newsletter sur Substack, les news de l'emailing. Ensuite, je suis sur LinkedIn. J'ai pas trop posté ces dernières semaines, mais je vais revenir en force comme toi très bientôt. Tu mets la pression. Et sinon, sur mon site web, theemailist.com. .com. C'est vrai qu'on l'a pas dit, The Emailist, c'est le THEMAILIST. Et dessus, il y a toutes les ressources, des articles, les podcasts sur lesquels je suis passé aussi avant ce magnifique podcast. Et voilà, celui-là, il sera en premier, j'espère. Il sera en premier. Eh ben, écoute, merci beaucoup Hugo d'être venu. Et puis je sais que tu as un rendez-vous avec un de nos clients communs, Acron, juste après. Donc, écoute, bon rendez-vous et merci d'être venu. Merci beaucoup à toi. Salut, ciao. Salut, ciao.